film quand même assez terrorisant, enfin assez terrifiant pour les enfants. En fait, comme tout le monde, on a joué dans des groupes quand on était au lycée, On a écumé les péniches de Paris. dans plein de groupes différents. En fait, moi, j'étais même au collège, c'est plus un truc de collège d'ailleurs. Moi, j'étais au collège à un moment où tout le monde jouait de la guitare, donc il y avait des groupes où on était 5 guitaristes et on faisait des reprises de Metallica ou de Joe Satriani. On a commencé Justice en 2003 et à cette période, on jouait aussi pour un copain à nous dans son groupe. Antoine, Voilà, de Jamaïcain. exactement. Et on était on était le groupe d'accompagnement, quoi. Gaspard joue de la batterie, je joue de la basse dedans. J'ai toujours une petite passion pour ce qu'on appelle la Chine, enfin pas le pays, mais l'activité du week-end. Et quand on s'est rencontré avec Xavier, en fait, on allait souvent aussi dans les cash converters parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous à l'époque et on achetait des vinyles ou des instruments pas chers, dont notamment il y a un clavier qu'on a toujours regretté et sur lequel on a salivé longtemps, mais on ne pouvait pas se l'acheter, donc on ne l'a pas acheté. C'était un espèce de vieux synthétiseur. Alors Pravda de Guy Pellert, ça c'est un truc aussi qui nous a toujours influencé et qu'on continue d'adorer. C'est cette BD des années 70, très, très féministe d'ailleurs, où c'est genre une espèce de sosie de Françoise Hardy qui fait de la moto et tabasse des mecs. Et Pravda veut dire justice en je ne sais plus quel langage, ce qui est assez Russe, drôle. je crois. Mais ouais, on adore Guy Pellert, on aurait vraiment aimé avoir une pochette ou quelque chose fait par lui. Et là, quelqu'un d'autre chez Bicos l'a fait avant nous. Parce que je crois, je ne sais plus, il se connaissait par la famille, et puis il est mort pas très longtemps après. Donc on n'a jamais pu faire quoi que ce soit, mais c'est vrai, on a toujours beaucoup aimé. Ouais. Écoute, tu connais bien ton sujet. Ouais, donc moi je suis né à Besançon, mais j'y ai jamais vécu, mais je passais toutes mes vacances donc je suis avec mes cousins, donc j'avais un espèce de cousin plus âgé que moi qui a fait un peu office de grand frère en termes de mec qui te fait écouter des disques et qui t'introduit un peu à la musique bruyante. Et donc en fait Stillborn c'est le groupe de son petit frère, mon cousin Étienne. Voilà. Ça c'est pour les écouteurs de Game Boy, n'est-ce pas? Alors celui-là n'a pas été fait comme ça parce que les voix sont un sample, mais effectivement à la même époque on enregistrait des voix témoins et comme on n'avait pas de casque on utilisait des écouteurs de Game Boy, effectivement. Et il y a une photo de ça où on est avec des casques. Mais comme quoi, c'est vraiment Enfin, finalement, le matériel et tout, ça ne change pas beaucoup de choses. Parce que même au niveau du son, je trouve qu'il sonne pas mal ce morceau, alors qu'il est vraiment fait avec rien. Pour nous, le matériel, c'est plus la façon de travailler qui change que le résultat, en fait. Il a fait des films que je trouve quand même les plus cruels et les moins... comment dire, le cinéma indépendant américain maintenant il est quand même assez normé et assez ennuyeux. Mais lui, il a fait vraiment des films très cruels et très drôles, dont un qu'on aime bien qui s'appelle Happiness, qui est vraiment un de mes films préférés, et qui est un de mes films test aussi quand je rencontre des gens. Et tu l'as rencontré, je crois. Et bah ouais, je l'ai rencontré, c'est vrai, quand j'étais à l'école de graphisme. Et on avait un prof de cinéma qui était... Non, un prof de je sais plus quoi d'ailleurs, mais qui était très fan de cinéma et qui nous emmenait au Festival de Cannes. Et on avait dû faire des photos pour la semaine de la critique. Et il y avait Todd Solondz. Voilà. Et ben ça, c'est l'affiche du film qu'on sort à la fin de l'été. Et on peut en parler pendant des heures, hein, mais et en même temps,
Moi, j'aime de plus en plus aller voir des films sans savoir du tout de quoi il s'agit et de ne pas regarder les trailers. En tout cas, les meilleures surprises que j'ai eues récemment, c'était en allant voir des films sans aucune attente. Et parfois même, je ne savais pas si c'était des films, des comédies ou des films d'horreur. Enfin, je vraiment y aller complètement vierge d'attente et de préjugés. Et s'il faut en parler en 2 phrases, c'est un film très sensoriel. C'est-à-dire que ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas un film vraiment sur la musique, même s'il y a beaucoup de musique. Et c'est très beau. Il y a beaucoup de films qui vieillissent très mal et celui-là, il reste hyper crédible en fait. C'est-à-dire que dès que ça commence, on s'y croit et on ne voit pas du tout les effets spéciaux. En tout cas, moi, je ne les vois pas. Ça reste un peu le... Alors peut-être, parce que parfois je réfléchis et je me dis pourquoi je crois plus à ça qu'à, j'en sais un Gravity, qui est probablement plus réaliste. C'est aussi, ça s'est tellement imprimé chez nous comme étant la référence de ce qu'est l'espace et les vaisseaux, les choses qui volent, que du coup ce qui ne ressemble pas à ça nous paraît ne pas être réel. Et tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment de référence de ce qu'est la réalité spatiale et cosmique. Et du coup, ça et 2001, ça reste au-delà de ce que ces films sont en tant que films. Pour moi, visuellement, ça reste la référence de la façon dont l'espace doit être représenté. Un film quand même assez terrorisant, enfin assez terrifiant pour les enfants. Donc c'est Jim Henson, hein, c'est ça? Et donc c'est des petites marionnettes assez hideuses qui vivent beaucoup d'aventures. Mais ouais, effectivement, ça c'était un film qui était visuellement assez impressionnant, même si ça n'a pas très bien vieilli. Ouais, ça fait partie des classiques des enfants des années 80. Juste parce que j'ai l'impression que l'avion, c'est le seul moment où on peut faire ça, en fait. C'est vrai que la plupart des films français que j'ai vus dans l'avion, ils ne me seraient jamais venus à l'idée de sortir de chez moi pour aller au cinéma les voir. À tort ou pas, j'essaie de me souvenir, est-ce que j'ai vu des trucs bien? En tout cas, on rigole bien. Cabu, nous, on a découvert avec le Club Dorothée, puisqu'il faisait des petites saillies en direct. Je pense à lui, Plantu aussi, tous ces gens-là, on les voit depuis qu'on est enfant. Et c'est un peu pour nous les standards du dessin, du dessin en fait, tout simplement. C'est une caricature. Somi, il a un truc un peu Cabu. Et d'ailleurs, il faisait un spectacle avec Pedro, Ouais. qui s'appelait Busy Pictionary, où Pedro jouait donc des morceaux. Et Somi, il avait un petit rétroprojecteur et il dessinait. Et au fur et à mesure, les gens voyaient les dessins voilà, qu'il faisait sur le pouce. Et aujourd'hui, je pense que l'héritière de Cabu, c'est Alice Moitié. Cobra est inspiré de Belmondo. Mais et j'ai vu dans le livre que tu m'as offert que Blueberry aussi avait été inspiré par Belmondo. Je ne me rendais pas compte à quel point, parce que pour moi, Belmondo n'est pas du tout comment dire, bien sûr qu'il est important, mais il ne fait pas partie de ma vie autant que Bruce Willis. mais par contre, Cobra, encore maintenant, c'est marrant, c'est des choses que tu t'absorbes quand tu es enfant et tu comprends 20 ans plus tard à quel point ça a été formateur, influent. C'est-à-dire que tout, la musique, les vêtements, la façon de parler, le choix de partenaires féminins. Non, c'est ça, même les filles et tout, c'est vraiment, ça nous a conditionnés. Donc ça laisse un peu songeur quand tu as des enfants. Et tu dis voilà, ce que tu absorbes jusqu'à l'âge de 8 ans, ça te définit complètement, quoi. Je ne sais plus pour quel album c'était, mais il voulait voilà, qu'on fasse un morceau ensemble. Donc on l'a rencontré et on a fait un morceau qui ne lui a pas plu, et après ça s'est arrêté là. Et en l'occurrence, nous, ça nous intéressait Booba, ne serait-ce que pour le capter et discuter un peu. Et la musique était cool en fait, donc on se disait que c'était possible de faire un truc bien, mais ça n'a pas marché.
Ah mais oui, Ah oui, je c'était suis bête, Xavier, ouais. évidemment. Oui, c'est vrai que j'ai fait les flyers effectivement, de ces soirées. Je faisais les programmes du Rex aussi en 2003 ou 2002. À l'époque de Christian Paulet, c'est quand c'était Paulet et Céline Reynard qui tenaient le Rex. Je faisais ça en fait tout simplement parce que j'avais fait un stage dans une boîte de graphisme qui était en face du Rex et qui s'occupait de leur communication. Et quand j'étais en stage, j'avais fait un flyer et comme la direction aimait bien, après j'avais repris la main et je l'ai fait pendant un petit moment, ouais. Et après c'est Luz, je crois, qui a continué après moi. L'histoire, je la fais très, très courte. Et d'ailleurs, même Calvin, s'il voit, je pense qu'il comprendra. On faisait, voilà, on faisait de la promo et je pense qu'on faisait la 18e interview de la journée. Et c'était un blind test, donc sous forme de blind test, un journaliste allemand ou je sais plus, nous fait écouter des morceaux. Et il fallait essayer de deviner ce que c'était et les commenter. Bien évidemment, donc, il nous jouait que des morceaux d'électronique et on ne connaissait aucun morceau. Dans le doute, à chaque fois, on dit oui, ok, c'est cool, on ne connaît pas, mais c'est bien, au cas où on connaissait les gens qui les faisaient. Et au bout du 10e morceau, on ne pouvait plus et le morceau était affreux et on a dit désolé, c'est horrible. Et c'était lui, et il l'a vu. Et après, il n'était pas content et effectivement, il voulait se battre avec nous. C'est vrai, j'ai pas un John Travolta. Mais moi, je ne suis pas assez bon peintre pour maîtriser ce truc-là. Parce que c'est pas que le fan art, en fait, c'est la peinture un peu spontanée ou la peinture non, sans dessin, en fait. Pas sans dessin, sans projet ou sans intention. Voilà. Pour y arriver, il faut être soit complètement pur, soit être très très bon techniquement et réussir à s'affranchir de la technique pour revenir vers quelque chose de plus spontané et de brut, en fait. Et moi, j'ai évidemment pas le niveau, mais c'était assez drôle à faire. On a fait des trucs pas mal quand C'était même. moins bien que cela, malheureusement. Mais... C'est vrai qu'ils étaient un peu moins bien, ils n'étaient pas intégraux comme ceci, mais c'était une soirée, c'était Johnson, je pense. Ouais. Il y avait des soirées qui s'appelaient la Johnson dans les années 2000, début 2000, qui étaient soit au Plaza Madeleine ou à la Scala, et dans lesquelles on jouait souvent. Et je pense que... Attends, c'était une soirée, ou peut-être une soirée Colette, je ne me souviens plus. On était allés tous déguisés C'était cool. là-dedans. Et c'était bien parce que moi, je suis pour les soirées déguisées. Parce que ça détend un peu tout le monde, en fait. Et je suis contre les déguisements qui rendent sexy aussi ou cool. Souvent, les soirées déguisées, c'est un peu l'occasion de porter les vêtements qu'on n'ose pas mettre le reste de l'année. Mais en fait, moi, je préfère un costume de M&M's. On a fait quoi? On a fait policier. On a fait policier avec les costumes de Quentin Dupieux quand il tournait un film de policier aux États-Unis. On a fait curé. On a fait curé, on a fait moitié curé. On a fait Orange Mécanique, qui est un Ah assez oui, bon ça, exemple il était de bien, costume celui-là. qui rend cool. Ouais. Mais du coup, c'était moins drôle. Mais en fait, on joue souvent quand c'est... alors, je ne vais pas le faire en espagnol, mais le jour des morts au Mexique. Ou alors Halloween aux États-Unis. On est souvent là-bas vers le 31 octobre. Et donc, on joue souvent dans des soirées déguisées. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bravo, beau travail de recherche. Merci.